Éric Zemmour, Jacques Attali, une heure de débat entre l'éditorialiste et l'écrivain. Voici quelques axes que nous verrons ensemble. 40 ans après l'élection de François Mitterrand, que reste-t-il de l'héritage du premier président socialiste de la Ve République? Comment définir le clivage politique aujourd'hui? Est-ce encore un clivage droite-gauche ou plutôt mondialiste, localiste? Après les violences du 1er mai, notre pays peut-il encore penser aux problématiques sociales, ou bien est-il rattrapé par des thématiques identitaires et sécuritaires que l'on croyait dépassées? Et puis quel type de pouvoir devra endosser le prochain président de la République, fort et incarné pour transformer, ou bien consensuel et pluriel pour diriger en douceur? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Jacques Attali, bonsoir Éric Zemmour. Jacques Attali, vous avez conseillé plusieurs dirigeants, vous êtes le fondateur de plusieurs institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, BERD ou encore Positive Planète. Vous avez écrit plus de 80 livres, des romans, des pièces de théâtre, et puis votre tout nouveau livre, le voici, il y aura d'autres jolis mois de mai aux éditions Fayard. Vous invitez, je cite, à une promenade dans vos souvenirs, à une chevauchée au gré des moments qui marquent un parcours pour éclairer le présent et l'avenir. Un livre en hommage à l'élection de François Mitterrand il y a 40 ans, le 10 mai 1981, dont vous étiez le directeur de campagne. François Mitterrand devenait alors premier président socialiste de la Ve République, suscitant une vague d'engouement à gauche. 40 ans après son élection, que reste-t-il de l'héritage de François Mitterrand? Je pense qu'il reste beaucoup de choses qui sont tellement évidentes qu'on n'en parle plus. Évidemment, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, la libération des ondes. Vous n'existeriez pas sans François Mitterrand. Un grand nombre de lois sociales très importantes, les comités d'hygiène et de sécurité, beaucoup de choses qui sont évidentes. Aussi beaucoup de lois en matière culturelle qui ont été faites, la de prix unique du livre et beaucoup de choses. Évidemment, les grands travaux qui ont marqué la face de Paris et qui ont attiré durablement, mis à part cette année, un grand nombre de touristes en France. On a à ce moment-là franchi une étape dans l'accueil de la France. On peut dire aussi le prix unique du livre, qui est un élément déterminant, qui maintenant est partout. Ça, c'est ce qui a été fait dans les 3 premiers mois, à peu près, de son élection. Et puis après, dans la durée, alors il y a eu, moi, ce que je considère comme une avancée, ce que Éric considère sans doute comme un épouvantable échec, c'est-à-dire la construction européenne, qui pour moi était vraiment un acquis considérable de la structure française. Alors il y a eu des échecs aussi, on y reviendra, mais ce qui reste, c'est ce qui est tellement évident qu'on n'en parle plus. Alors, la parole à Éric Zemmour. L'héritage. Moi, j'avoue que je ne peux pas me déprendre d'une certaine tendresse pour François Mitterrand, pour une raison très simple, c'est qu'il aime les mêmes écrivains que moi, ou plutôt j'aime les mêmes écrivains que lui, parce que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc il aime Chardon, il aime Barrès, il aime tous ces gens classés à l'extrême droite par les gens de gauche, et qui sont simplement des grands écrivains. Il relit les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand régulièrement, comme je le fais humblement depuis 30 ans. Et donc ça, j'avoue que ça me rapproche de lui. Je me sens en proximité avec lui. En plus, c'est au moins quelqu'un qui avait compris ce qu'était un monarque républicain, que c'était dans la continuité de la monarchie française, etc. Pierre Mauroy raconte qu'il est allé, le jour de son élection, s'agenouiller à la cathédrale de Saint-Denis sur les tombes des rois, que ça soit vrai ou pas. De toute façon, c'est bien trouvé. Donc, je ne sais pas si c'est authentique, mais en tout cas... Je ne pense pas que ça le soit, mais... En tout cas, c'est beau. Ça s'inscrit dans la légende. Pierre Mauroy me l'avait raconté, mais peu importe, même si c'est pas beau. Vous avez raison de dire qu'il s'inscrivait dans une continuité... historique, on est d'accord. Totalement profonde. Il voulait ça. C'est le dernier président qui aura gouverné pendant 14 ans. On est d'accord. Et il a en effet incarné cette volonté d'une distance présidentielle au regard du reste de la conduite des affaires d'État. Vous voyez, ça, je voulais le dire en préambule, parce que comme je vais être sévère après, je voulais pas être malhonnête, vous voyez, sur la mémoire. Donc je commence par ça. Voilà. Maintenant, pour le reste, je pense que son double mandat a été une catastrophe. Je vais vous dire pourquoi très vite. J'essaye d'être très vite. La première chose, c'est qu'effectivement, toutes les lois sociales que vous avez égrenées rapidement, la retraite à 60 ans, les 39 heures... Non, les 39 heures, c'est beaucoup... Ah oui, 39 heures, oui. J'ai pas dit les 35 heures. D'accord. Bon. C'était inscrit, c'est pour ça que vous confondez, mais il l'a pas fait tout de suite. Oui, d'accord. Non, c'était absolument... C'est Jospin. Il n'était pas inscrit, on n'a jamais parlé de 35 heures. Vous êtes sûr? Dans le programme de... Bon, peu importe. Absolument. En tout cas, c'est Jospin qui l'a fait en 2000, quoi. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais j'ai pas dit les 35 heures. Donc, les lois Auroux, tout ça, d'après moi, c'est la première pierre majeure,
même si Giscard avait déjà mis quelques cailloux, dans le sac de notre perte de compétitivité et dans notre sac de désindustrialisation. Ça, c'est pour le pan économique. Maintenant, il y a le pan sociétal, pour moi, le plus important. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le mandat de François Mitterrand? C'est premièrement l'abolition de toutes les lois et de toutes les décisions qui devaient réduire et qui devaient contenir la vague migratoire phénoménale qu'on a vécue depuis 40 ans. Je vous rappelle que Giscard et Barre avaient signé un accord avec le gouvernement algérien pour renvoyer des centaines de milliers d'Algériens, et le gouvernement algérien était d'accord pour les recevoir. François Mitterrand a supprimé, dès qu'il est arrivé, cette mesure. Il a aussi supprimé la loi Bonnet. Il a aussi régularisé 130 000 irréguliers clandestins. Il a aussi supprimé la loi Sécurité et Liberté de Perfit, qui était une loi répressive et ce qui a lancé les vannes du laxisme judiciaire. Par ailleurs, le mandat Mitterrand, c'est aussi... Bien sûr, il termine. Bien sûr, non, je vais très vite. Mais je vais en vrac, comme ça vous pourrez répondre après. C'est ensuite, pour moi, ce laxisme judiciaire, puis l'école, c'est-à-dire l'émergence des ZEP, l'émergence de du pédagogisme et donc de la différenciation et de la baisse du niveau scolaire, qui avait déjà commencé, je vous l'accorde, avec la réforme de Giscard 74, la loi Haby, le collège unique. Et enfin, c'est SOS Racisme, c'est la culture Canal+ de l'époque, c'est cette boboisation et cette détestation de la France et cette mise de la race au milieu du débat politique. En fait, c'est sous le mandat Mitterrand, avec SOS Racisme, qu'on a remis la race au milieu du débat politique. Aujourd'hui, ce n'est qu'une conséquence de cela. Et je vous rappelle, et j'ai fini, je vous laisserai répondre, le fameux mot de Baudrillard magnifique, SOS Racisme comme SOS Baleine. Les uns veulent sauver les baleines, les autres veulent sauver les racistes. Vous avez réussi au-delà de vos espérances. Jacques Attali. Mais c'est une vision totalement fantasmatique. D'abord, je note, laissez-moi répondre aussi longuement. Je vous en prie. D'abord, je note que vous n'avez pas relevé toutes les réformes majeures dont j'ai parlé, je ne vais pas les répéter, mais qui sont absolument fondamentales. L'abolition de la peine de mort, la décentralisation. Les Français étaient hostiles. C'est antidémocratique, mais tant pis, il a été élu. Vous êtes contre l'abolition de la peine de mort? Oui, les Français étaient contre. Vous êtes contre l'abolition de la peine de mort? Moi, je ne l'aurais pas aboli. Très bien. Donc, je considère je note que vous êtes contre l'abolition de la peine de mort. Je considère que c'est un grand acquis de la société française. Je note la décentralisation, la fin de la censure. Je vous rappelle que nous étions dans une société de censure absolue. Je vais répondre à ça. Pour que moi, conseiller du candidat, je puisse aller à la télévision, cela m'a été dit à ce moment-là, il fallait l'accord du secrétaire général de la présidence de la République. Nous étions dans une société totalitaire en termes médiatiques. Non, totalitaire. n'exagérez pas. Si. Tous les totalitaire, c'est pas ça. Les radios périphériques Europe 1 et RTL de l'époque étaient totalement aux ordres du pouvoir. Les éditorialistes étaient tous favorables à Giscard et ils ont tout fait, y compris les éditorialistes de la télévision. Je raconte un exemple. Je suis d'accord. Je raconte un exemple dans ce livre, comment les émissions de télévision à la télévision faisaient tout pour faire battre François Mitterrand. C'était une société, de ce point de vue, très limitée. C'est pas toute la société française, très largement totalitaire. Dès qu'un journaliste se mettait à aller un peu à gauche, il était viré. Ça a changé. Je peux vous répondre après. Non, après. Ça a beaucoup changé. Bon, je reviens sur les sujets que vous avez évoqués. La désindustrialisation. Elle avait commencé bien avant. Je l'ai dit. Quand nous sommes arrivés aux affaires, toutes les entreprises que nous avons dû nationaliser, pourquoi on les a nationalisées? Parce qu'elles étaient en faillite et parce qu'il n'y avait pas d'actionnariat privé. Pourquoi il n'y avait pas d'actionnariat privé? Parce que l'actionnariat était entièrement tenu par un petit groupe de familles qui ne voulait absolument pas d'un marché financier ni d'actionnaires extérieurs, qui tenait tout, qui avait une inflation qui rendrait les choses impossibles. On ne pouvait pas trouver un financement quand il y avait une inflation à 14% quand on est arrivé. Donc les nationalisations étaient le sauvetage du capitalisme. Et toutes les entreprises qu'on a nationalisées, la meilleure preuve, c'est que quand Chirac, arrivant au pouvoir dans une cohabitation heureusement très brève, les a privatisées, elles ont pratiquement toutes fait faillite ou ont été vendues à l'étranger. Donc nous avons sauvé les entreprises qui ont été par leur nationalisation. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on aurait pu développer davantage l'industrie, mais c'était une obsession de François Mitterrand, de Jean-Pierre Chevènement, de Louis Gallois, qui était directeur de l'industrie. Nous avons tout fait. Encore aujourd'hui, Louis Gallois est le grand chantre de l'industrie française. C'était vraiment notre obsession que de le développer. Et ensuite, ça a décliné bien plus tard. Les lois sociales
C'était des lois sur les conditions d'hygiène et de sécurité. C'était des lois absolument majeures qui n'ont jamais été contestées parce qu'elles correspondaient à une évidence absolue qui est aujourd'hui. Les lois Auroux, vous parlez des lois Auroux ? Absolument. Mais les lois Auroux sont très contestées par le patronat de l'époque. Elles estiment que... Évidemment, le patronat... mais le patronat n'est pas simplement... Vous savez, on n'est plus dans la lutte des classes au temps de Zola, vous savez. Nous l'étions à l'époque. Non, c'est pas vrai. Le patronat de l'époque était incroyablement réactionnaire, bloquait tout conservateur. Il conservait une classe. Oui. Il était contre l'innovation. Il était extrêmement difficile de créer une entreprise en 81. Il fallait des mois pour créer une start-up. Ils ne voulaient pas entendre parler de nouveaux entrepreneurs. Pour eux, c'était le capitalisme familial, le capitalisme des groupes. C'était tenu par une petite... Laissez-moi terminer. Je vous en prie, je fais que ça. Je vous donne la parole dans un instant sur l'immigration, le sociétal, l'école, SOS Racisme. Vous avez envie de répondre à cette première partie. J'ai envie de répondre là sur et après, le je vous redonne la parole sur le reste. Et l'industrie. Voilà. Rapidement, ensuite, on lui redonne la parole. Ce que vous avez décrit est tout à fait exact. Je ne le conteste absolument pas. La télévision, en tout cas, la télévision, sur son plan informatif, était aux ordres du pouvoir gaulliste puis giscardien. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et les radios, les rares radios périphériques, également. Vous oubliez deux choses. La première, et je suis sûr que vous me l'accorderez parce qu'on a le même souvenir l'un et l'autre, c'est que dans la fiction, il y avait beaucoup de cinéastes très talentueux. Non mais bien sûr, c'est important, mais c'est important. Mais c'est important. Mais bien sûr, heureusement. Mais voilà, heureusement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, j'ai baigné là-dedans dans mon enfance. Donc je ne vais pas, moi, cracher sur les compagnons de route du Parti communiste, les Stelio Lorenzi et les autres. Donc, mais accordez-moi que c'était pas la même chose. Et que ça forme l'imaginaire. Il y avait une petite soupape de liberté. Non. Deuxièmement, attendez. Deuxièmement, les journaux n'étaient pas tenus par... Il y avait des journaux. La presse écrite, à l'époque, était importante et elle était beaucoup plus variée surtout, monsieur Attali, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On n'a plus le contrôle du pouvoir politique sur les médias, mais on a le contrôle d'une idéologie de gauche bien pensante qui est dans le cerveau des journalistes, qui est dans le cerveau des... Vous pouvez parler, vous pouvez parler en parlant d'ici. Non, mais ça on est dans une chaîne militante. On a au mieux, 1 million de personnes le soir. On n'a pas 40 millions. On n'a pas TF1. On n'a pas le service public. Le service public payé avec notre... TF1 est une télévision de gauche. Non, c'est une question. TF1 est une télévision de gauche. Qui ? TF1. Ah, vous la regardez ? Je vous pose la question. Oui, oui. Vous regardez le journal de TF1, vous allez comprendre. C'est une télévision de gauche. Ah oui, regardez le journal de TF1, vous allez comprendre. Et quant à CNews, si vous permettez, toutes les opinions s'expriment. Bien sûr. Vous êtes là. Bien sûr. Oui, je suis là comme un lapin invité à un dîner de chasse. Non, vous n'êtes pas là comme un lapin. Vous savez très bien que non, Jacques Attali. Là, ça, vous avez fait le coup pour le débat en 2019. Mais là, non, là, il n'y a pas de public, je suis tout seul, donc c'est à égalité. Non. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a eu des sondages dans les écoles de journalisme. En gros, à chaque élection présidentielle, 80% votent à gauche. Donc, et quand Mme Ernotte, patronne du service public, dit qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans... On parlait de François Mitterrand, on ne parle pas d'aujourd'hui. Mais moi, je vous parle de la... Vous me dites, c'était une société verrouillée. Je vous dis, elle est aussi verrouillée aujourd'hui. Mais simplement, ce n'est plus par l'État, c'est par l'idéologie. On était sur le débat, sur le bilan de François Mitterrand. Je veux bien revenir sur autre chose, mais c'est un autre sujet. Je vous dis... C'était une fausse libéralisation. En fait, ça a permis à la gauche de prendre le pouvoir et ad vitam aeternam, quelles que soient les alternances. C'est ça qui est nouveau. Maintenant, sur l'économie, vous dites, vous avez une image du capitalisme des années 60-70 qui est un peu caricaturale. Malheureusement. On a l'impression, vous savez, des films de Chabrol ou d'autres films des années 70, le sucre, vous caricaturez un peu. Le sucre, c'est de la spéculation, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est l'image du capitalisme. Vous savez les hommes qui dirigeaient l'industrie à cette époque étaient un capitalisme fermé, je ne veux pas donner de nom. Mais non, mais excusez-moi, il y avait des industriels très brillants, il y avait Dassault, il y avait des industries françaises très brillantes, les Citroën, les Peugeot, etc. C'était pas ce que vous caricaturez. Et quand vous nous dites les nationalisations ont sauvé les entreprises qui sinon étaient en faillite et qui n'avaient pas de capitaux. Là, vous décrivez une situation qui, en vérité, est un classique du capitalisme français. Le capitalisme français, malheureusement, est un capitalisme sans capitaux depuis le 19e siècle. Exactement. Il faut toujours l'État pour les aider. Donc, on sera d'accord là-dessus. Sauf que, et je laisse le répondre, sauf que après, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez achevé l'industrie française, parce que vous parlez de l'obsession de Chevènement pour l'industrie, vous avez raison, sauf que vous oubliez que Chevènement a démissionné en 83, justement parce qu'il contestait l'arrimage du franc aux marques, qui a
préfigurait l'euro et qui a été encore un nouveau handicap que vous avez mis au pied de l'industrie française, parce que la monnaie était surévaluée. On peut parler de ce point longuement, et c'est un point très important, qui est certainement un point de désaccord entre nous. Je raconte très longuement dans ce livre. Il y a un mythe que vous auriez pu d'ailleurs soulever, vous avez peut-être soulevé, l'idée que la gauche, après avoir fait ses réformes, a considéré que s'était trompée et qu'il y a eu un tournant en 83 qui nous a fait basculer à droite. Je conteste ce point. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, je dis qu'il n'y a pas eu de tournant. Il y aurait pu avoir un tournant si nous avions, vers la droite, si nous avions renoncé aux réformes, toutes les réformes dont j'ai parlé, y compris les nationalisations, la peine de mort, ça, on n'a renoncé à rien et ça n'a jamais même été dans le débat. Il y aurait pu avoir un tournant à gauche, et ça n'est fallu d'un cheveu qu'il y ait un tournant à gauche, je le raconte dans ce livre, si François Mitterrand avait renoncé à l'accord franco-allemand et avait décidé de sortir et de libérer le franc d'être contraint allemande dont vous venez de parler pour sortir. On a beaucoup réfléchi à cette question à l'époque et en notre âme, en conscience, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que si le franc était sorti de l'arrimage, le franc coulait. Nous n'avions pas les réserves à l'époque pour tenir. Peu de gens le savaient, nous étions 4 à connaître le montant des réserves et il était hors de question de le dire à qui que ce soit d'autre, parce que ça aurait été encore pire, comme au poker, si on sait combien. Nous savions que le franc coulait. On n'aurait pas pu défendre la valeur de la monnaie. Qu'est-ce qui serait passé ? Le franc s'effondrait. On aurait été obligé de laisser repartir l'inflation à la hausse, et on a un engrenage à l'Argentine, qui aurait été un désastre pour notre économie, notre industrie, le pouvoir d'achat des gens, ça aurait été une catastrophe épouvantable. La seule solution aurait été à ce moment-là, que d'ailleurs souhaitaient certains, comme Jean-Pierre Chevènement, de fermer les frontières, de s'enfermer, de se boucher les oreilles, de partir dans une ambiance d'autarcie, de politique autoritaire. Voilà, autoritaire, totalement autarcique, ce qui était un pari fou. Bon, François Mitterrand a eu le choix. À un moment, il a été très tenté de faire ça. Et nous avons eu 15 jours passionnants, je raconte dans ce livre, où il a failli prendre cette décision. Puis finalement, il ne l'a pas pris, heureusement. Et la 3e dévaluation a réussi, et on a réussi à construire l'Europe. Mais aujourd'hui, on est dans le même cas. Et là, on peut faire le pont avec aujourd'hui. Aujourd'hui, l'euro est de mon point de vue, une réussite, parce qu'on a construit l'unité européenne, qu'on avance vers un continent de la même taille que les États-Unis et la Chine, qui est seul capable de résister économiquement. Je ne dis pas qu'il faut fusionner nos cultures, nos identités, c'est pas du tout ça dont on parle. Mais si aujourd'hui, nous n'étions pas dans la zone euro, ou si aujourd'hui, par les malheurs du temps, un président de la République ou une présidente de la République décidait de sortir de l'euro, ce que d'ailleurs plus personne ne réclame, je vous signale, sauf peut-être vous. Si vous serez candidat d'ailleurs ? Je vais vous répondre. Vous serez candidat ? Pourquoi c'est une offre de service ? C'est une question. Non, mais moi aussi, je vous pose une question. Ah, mais je vous pose la question parce que, à ma connaissance... Mais je ne sais pas, parce que si vous avez l'habitude d'annoncer les candidats et les présidents. Donc, je vous pose la question parce que comme même Mme Le Pen n'est plus favorable à la sortie de l'euro, je me dis que peut-être vous êtes le seul candidat. Mais vous savez je termine pourquoi tout le monde a renoncé à la sortie de l'euro. Parce que si nous sortions maintenant... Vous savez très bien. Ce serait malheureusement un désastre pire. Un désastre pire, votre expression est exactement ça. Un désastre. Ça a été un désastre de faire l'euro, et c'est un désastre pire aujourd'hui. Non, ce serait un désastre. On est dans un truc cadenassé. Ce serait un désastre pire que si nous étions sortis en 83. C'est ça que j'étais en train de dire. Un désastre pire que si nous étions sortis en 83. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, encore pire qu'en 83, nous avons une balance des paiements déficitaire. Oui, ça, nous sommes le seul pays d'Europe qui a un excès. Et donc, nous sommes protégés par l'euro. L'euro nous protège. Peut-être trop d'ailleurs, puisque l'euro nous empêche de voir que nous sommes dans une situation catastrophique. Monsieur Attali, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression de lire et d'entendre vos arguments depuis 30 ans. Donc je les connais, et c'est amusant parce que l'expérience ne vous a pas fait changer d'avis. Alors que pourtant, tout démontre que ça a été un échec. Je reprends au départ. D'abord, je vous réponds sur est-ce qu'on peut sortir de l'euro ? Pourquoi tout le monde a renoncé à sortir de l'euro ? Pour 2 raisons. D'une part, parce que électoralement, il y a une majorité de gens qui sont contre la sortie de l'euro. Donc ça, c'est simple. Donc tout le monde a renoncé à ça, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection, soyons cyniques et lucides. Et deuxièmement, parce que vous l'avez dit vous-même, ça serait un désastre encore pire que d'avoir entré. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, vous avez dit que si on n'avait pas arrimé en 83, parce que... Mais moi, je vous dis, effectivement, ça a été un désastre de rentrer pour une raison simple. De rester. En 83, on est resté. Mais de rester, mais de rentrer dans l'euro. De créer l'euro. On est resté en 83. On aurait dû sortir. Je sais, on aurait sorti sur petit serpent monétaire et on est rentré dans l'euro. D'accord. Mais ça revient au même. Simplement, en arrimant, en gardant l'arrimage du franc et en limitant les dévaluations du franc, on a surévalué
le franc et on a détruit une partie de l'industrie française et de la compétitivité française. La compétitivité, le Deutsche Mark est très surévalué et pourtant ça n'a rien détruit de sa compétitivité. Expliquez-moi pourquoi un Deutsche Mark très surévalué n'a pas Vous le savez très bien. D'abord, il n'est pas surévalué. Ah bon, lui n'est pas surévalué. Ah non, il n'est pas surévalué. Il est au contraire, justement parce que les Français ont tenu à rester dans le serpent, on n'a jamais fait de dévaluation massive qui aurait surévalué le mark. Les Allemands, Chevènement me l'a expliqué 10 fois, les Allemands ont très bien négocié à chaque fois. Ils ont quand même une meilleure surévaluation que nous. Aujourd'hui, il n'est pas surévalué l'euro pour les Allemands. Il est sous-évalué pour les Allemands, M. Attali. Et pourquoi il le serait pour eux? Il est sous-évalué pour les Allemands. Pourquoi pour eux et pas pour nous? Mais pourquoi pas pour nous? C'est tout simple. Parce que eux, ils ont une compétitivité remarquable sur beaucoup de produits en haut de gamme, alors que nous, à part le luxe, l'aéronautique, on a plutôt une économie de moyenne gamme. C'est pas de la faute de la valeur de la monnaie, c'est de la faute de l'innovation. Non, mais pas du tout. Il faudrait peut-être la monnaie, c'est un outil. Il faudrait peut-être adapter la monnaie à notre industrie. Là, vous avez fait l'inverse. Vous avez voulu adapter notre industrie à la monnaie. Exactement. Vous avez tué l'industrie. Non. Merci. Non, pas et on a une baisse de compétitivité et on a un déficit commercial chronique. Il vous répond. Non, pas du tout. En réalité, le fait d'avoir une monnaie faible, encore plus faible, et d'avoir dévalué plus encore qu'on ne l'a fait, puisqu'on a quand même dévalué 3 fois. Le fait d'avoir dévalué 3 fois et d'avoir pris le risque de faire redémarrer l'inflation. Mais jamais assez. C'est ça que je vous dis. On a dévalué 3 fois, l'inflation était à 14, on a réussi malgré ça à la ramener à 5%, ce qui était quand même un extraordinaire succès. Vous avez cassé la spirale inflation-salaire. Voilà, un extraordinaire succès. Et malgré cela... Sur le dos des salariés. Non, pas du tout. Le pouvoir d'achat, non. C'est faux, c'est un mensonge. Toutes les statistiques montrent que le pouvoir d'achat des salariés continue à monter pendant tout le septennat de François Mitterrand. Il y a des acquis. Mais vous avez cassé la spirale inflation-salaire. Oui, on a cassé la spirale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les salaires ne s'ajustaient plus à l'inflation. Absolument pas. Donc ils ont perdu du pouvoir d'achat. Non. Et que vous avez rattrapé par la mondialisation. Non. Et par donc les délocalisations. Non, c'est totalement faux. Si. C'est totalement faux. Les statistiques démontrent, ça c'est ce que vous racontez. Non. Toutes les statistiques démontrent, je les donne les statistiques dans mon livre avec les références, que le pouvoir d'achat des Français continue à augmenter pendant tout le premier septennat de François Mitterrand. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Oui, si, j'ai dit vous avez cassé la spirale inflation-salaire à partir de 85, 86, 87. Donc évidemment, pendant tout le septennat, il a progressé. C'est après que les conséquences sont venues. Bon, là, c'est un peu le bilan, on va dire, des 14 années de présidence de François Mitterrand. J'aimerais vous poser la question, Jacques Attali. Le clivage gauche-droite qui était féroce sous François Mitterrand, est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui? Est-ce qu'il a encore un avenir? Qu'est-ce qui serait aujourd'hui? Il est féroce depuis plus longtemps, parce que c'est un clivage qui commence au moins en 58, sinon avant. Il existait sous la Troisième République, il existait sous la Seconde République, il existait tout le temps. C'est un clivage qui, à mon avis, a encore du sens, même si l'idée de réduire une société à un choix binaire me paraît limitatif, puisque les sociétés sont complexes et le choix ne peut pas être que binaire. Et si on doit avoir un choix binaire, je préfère un choix binaire à pas de choix du tout, parce que sinon ça fait un en même temps qui est extrêmement dangereux, parce que l'en même temps ça conduit à la victoire des extrêmes au bout de la route. Je pense que le vrai choix binaire aujourd'hui reste le même que celui qui a traversé l'histoire de la démocratie depuis toujours. C'est le choix entre l'individuel et le collectif. Alors on peut assimiler la droite ou les droites, il y a 3 ou 4 droites différentes, à un choix qui privilégie l'individu. Vous me direz, ça privilégie aussi la France, machin. Oui. C'est plutôt l'inverse, monsieur Attali. Non. Au 19e siècle, c'est exactement l'inverse. Laissez-moi dire. La gauche, c'est l'individu. Non. Et la droite, c'est l'Église, la patrie, Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la droite, c'est plutôt l'individu, moi d'abord. Moi, je vais réussir tout seul, je vais m'enrichir tout seul, laissez-moi la paix, moins d'impôts, moins de charges, moins de contraintes étatiques, plus de liberté individuelle de m'enrichir, moins de solidarité avec les autres. La gauche, c'est plus de collectif au sens de plus de solidarité. C'est ce que j'appelle, moi, l'altruisme intéressé, c'est-à-dire j'ai intérêt à ce que les autres aillent bien, j'ai intérêt à ce que les autres soient vaccinés pour que je sois bien, j'ai intérêt à ce que les autres ne soient pas pauvres, j'ai intérêt à ce que les étudiants aient les moyens de faire des études, c'est mon intérêt que les autres réussissent. L'individualisme, prenons un exemple simple, celui des étudiants, voilà, qui va m'amener un bon clivage gauche-droite, vraiment d'aujourd'hui. La droite dit qu'ils se débrouillent, qu'ils financent leurs études, qu'ils bossent, qu'ils aillent faire des petits boulots, c'est leur affaire. Et s'ils ne sont pas contents, à la limite qu'ils empruntent. Mais les études, c'est payant, c'est à eux de le faire. La gauche dit non,
c'est dans l'intérêt de la société qu'on ait des bons médecins, des bons ingénieurs dans 20 ans, des bons travailleurs de toute nature. Donc c'est à la société de financer leurs études. Et même ce que propose la gauche, et ce que je propose moi aussi, c'est il faut financer les étudiants pendant qu'ils font leurs études. Voilà un clivage gauche-droite. Maintenant, je reconnais que ce n'est pas les seuls. Il y a d'autres clivages beaucoup plus complexes, beaucoup plus sophistiqués, qui ne rejoignent pas le clivage gauche-droite traditionnel. Mais celui-là reste fondamental. Alors, clivage de droite, et je réponds. Absolument. Alors, je pense que vous avez une vision du clivage droite-gauche ou gauche-droite figée. Et je pense qu'elle est complètement erronée et elle est aujourd'hui dépassée. Vous m'expliquez sur les étudiants. Comment ? Non, mais votre exemple sur les étudiants, c'est un exemple, c'est anecdotique. Non, pas du tout anecdotique. C'est complètement anecdotique. Pour moi, c'est anecdotique. Pour moi, c'est pas ça qui structure aujourd'hui le passé de la France et l'avenir de la France. C'est ça qui structure l'avenir. Ça, non, pas pour moi. Mais on va en parler de les étudiants structurent l'avenir. On va en parler de ce qui structure l'avenir. Pour moi, c'est pas le fait que les étudiants travaillent ou pas pour payer leurs études. C'est vraiment, vous êtes dans l'anecdote. On en reparlera dans 20 ans. On en reparlera dans 20 ans. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on parlera d'autres choses dans 20 ans. Donc, la droite et la gauche. Au 19e siècle, je vous l'ai dit, c'est la gauche, l'individu, l'individualisme, la droite, les grandes structures éternelles. L'Église, le roi... éternel, c'est l'individu aussi, c'est l'individu. L'individu, c'est la gauche qui le découvre. Vous savez très bien que c'est le produit des Lumières qui émancipe l'individu contre l'Église, contre le roi et contre les structures traditionnelles séculaires, si vous préférez pas plutôt qu'éternelles. Mais l'Église renvoie à pas un individu, à une personne. C'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Alors, terminez votre vision du clivage. Je peux continuer. Pardon. Donc ensuite, il y a effectivement la parenthèse, je dirais, socialo-communiste, pour parler comme feu Charles Pasqua jadis. C'est-à-dire, effectivement, là, vous avez raison, vous avez en face le libéralisme qui passe à droite, parce qu'il était à gauche, je persiste à le dire, et vous avez là ce que vous avez dit, l'individu à droite et le collectif à gauche. Mais c'est une parenthèse, c'est 30 ans dans l'histoire de l'Europe et de la France. En vérité, dès la chute du mur de Berlin, on est reparti de l'autre côté. Et aujourd'hui, l'individualisme est à gauche. Nous avons aujourd'hui toutes les minorités sexuelles, raciales, LGBT et compagnie qui ont le culte de l'individu jusqu'à son caprice, la PMA, la GPA, etc. Ça, c'est le culte de l'individu et c'est porté par la gauche. Alors que la droite, au contraire, dit « mais non, vous êtes fous, il faut défendre les structures traditionnelles, la famille, la structure, les enfants, etc. La nation, c'est la gauche, mon cher Attali, c'est vous qui êtes libre-échangiste et qui pousse au libre-échange mondial avec des accords de libre-échange pour protéger le consommateur. C'est la gauche. La droite dit au contraire, faites attention, il ne faut pas s'aborder l'État, il ne faut pas s'aborder les frontières, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le clivage que vous avez défini. Je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de choses, bien sûr. D'abord, vous avez fait une erreur de fait là à l'instant, parce que la gauche est contre les accords de libre-échange. Ça dépend quelle gauche. La gauche. La gauche mélenchoniste, mais la gauche, votre gauche, elle est pour. Non, absolument pas. Les accords transfrontaliers, aujourd'hui, sont repoussés par la gauche, en particulier au Parlement européen, à la fois pour des raisons écologiques, pour des raisons de droits de l'homme, et pour raison du fait que la gauche ne protège plus, comme le faisait la droite et le libéralisme, le consommateur en priorité, mais le travailleur. Le grande erreur de la construction. Protège le consommateur. Non. Elle a sacrifié le travailleur. Non, c'est pas la. Non. Ah bah si. Non, c'est pas la gauche du tout. C'est l'idéologie libérale de droite qui a envahi l'Europe et l'Union européenne laissez-moi terminer. Depuis sa construction, c'est une tyrannie du consommateur dans l'Union européenne parce que l'Union européenne a été gouvernée par des partis de droite depuis sa création et le consommateur est roi à cause de la droite. Et la gauche aujourd'hui, depuis très longtemps, et permettez-moi, j'étais aux affaires assez longtemps et je continue à les suivre de assez près, la gauche demande à ce que face au pouvoir du consommateur, il y ait le pouvoir du travailleur et de l'industrie et de produire. Par exemple, il n'est pas normal qu'aux États-Unis, il y ait 3 opérateurs téléphoniques et qu'il y en ait 90 en Europe. Ça, c'est une victoire du consommateur qui est en train de tuer l'industrie européenne. On est d'accord. Donc, mais ça, c'est pas du tout une demande de la gauche. Pas du tout. Attendez. Monsieur Attali, c'est monsieur Bill Clinton, président démocrate, qui a permis l'entrée de la Chine dans l'OMC. C'est la base de toute la mondialisation. Ça n'a aucun rapport avec notre conversation, mais je continue. Excusez-moi, c'est le libre-échange. C'est le culte de libre-échange. Ensuite, le fait que ça soit la gauche qui ait défendu l'individu aujourd'hui, tel que vous le définissez, avec une série de clivages. Oui, c'est vrai. Il y a dans la gauche d'aujourd'hui, ou aussi dans la droite d'aujourd'hui, un grand courant individualiste. Un courant qui, moi, m'inquiète beaucoup, qu'on trouve partout, qui est un courant qu'on trouve aussi à droite, c'est un courant « moi d'abord ».
Bon. Mais ce n'est pas un courant de gauche, c'est un courant très profond qui traverse la société. Le moi d'abord, il est quoi? Madame Le Pen dit moi d'abord. Les bouddhistes disent moi d'abord. Les agences de publicité vantent le moi d'abord. Il y a donc, et en effet, il y a une autre version du moi d'abord qu'on retrouve dans certains courants qui s'expriment à gauche, mais le moi d'abord, c'est l'idéologie individualiste qui transverse une grande partie de la société et qu'on trouve partout. Le moi d'abord, c'est le moi d'abord français, c'est le moi d'abord les Français, moi d'abord. Vous êtes dans le moi d'abord aussi. Ah, vous aussi. Tout le monde. J'avais bien compris. Tout le monde est dans le moi d'abord. Non, mais j'avais bien compris votre moi d'abord. Donc c'est pas le même moi. Alors, Éric Zemmour, vous répondez, ensuite on va passer à la sécurité identité. On est au fond de la question. Allez-y. J'ai compris maintenant. Non, au fond, on est sur votre terrain qui vous intéresse, mais qui pour moi sont des sujets marginaux par rapport aux autres. Pour moi, c'est essentiel. Oui, mais pour moi, c'est même existentiel. Et moi, je ne voudrais pas qu'on en reste là, parce qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus intéressants dont je voudrais qu'on parle. Excusez-moi, mais là, vous avez... Non, c'est votre terrain, et vous n'allez pas m'entraîner pour qu'on ne parle que de votre terrain. Rien, vous savez. Non. Moi, je vous écoute et vous dites, moi d'abord, français, c'est le moi d'abord de l'individu. Oui. Donc, je vais vous répondre. Après, on va parler des autres grands sujets qui sont plus importants pour vous. Il n'y a aucun problème. Mais vous permettez, moi, je vais dire ce qui est important pour moi. Absolument. Vous avez le droit de dire ce qui est important pour vous. On a le droit de ne pas avoir la même échelle des priorités et des hiérarchies. Et de la hiérarchie. Allez-y. Donc, pour moi, vous confondez tout. Le moi d'abord individuel détruit le moi d'abord français. C'est pas le même rythme et c'est pas la même notion. C'est le contraire. C'est l'antagonisme. C'est-à-dire que l'individu roi a détruit la France et a détruit l'idée de la nation et l'idée de peuple. Et qu'on a aujourd'hui, pour moi, le sujet le plus important, oui, vous avez raison, c'est effectivement l'avenir de la France. L'avenir de la France tel que nous la connaissons, tel que nous l'avons connu. Donc le moi d'abord français, oui, monsieur Attali, là, il est très important. Effectivement, pour moi, nous avons aujourd'hui un pays qui est en danger de mort parce que nous vivons une invasion migratoire phénoménale qui est favorisée par le moi d'abord individuel, c'est-à-dire qu'on a tellement développé les droits individuels qu'on permet à n'importe quel étranger de rentrer en France et de faire venir tous les étrangers qu'il veut et tous les membres de sa famille. Mais je vais vous laisser répondre, vous savez. Et donc, si vous voulez, l'individu roi, avec tous ces droits qu'on a accumulés justement depuis François Mitterrand, parce qu'on revient à notre sujet d'origine, ont permis la désagrégation de la nation française, avec des endroits en France où on n'est plus en France, avec des territoires en France, parce que chacun dit moi d'abord, donc évidemment l'islam dit moi d'abord l'islam, et l'individu dit moi d'abord l'individu, et personne ne dit plus moi d'abord la France. Donc c'est contradictoire. On a bien une petite incidente, je ne voudrais pas qu'on réponde là-dessus, mais je vous rappelle que le regroupement familial, c'est Giscard, à la demande du patronat. Oui, absolument. Bon, donc ça n'a rien à voir avec François Mitterrand. Je suis d'accord. Très bien. Maintenant, mais je vous dis, il allait corriger son erreur. Non. Il allait corriger son erreur. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bah oui. Il l'a pas fait et il aurait pu le faire. Mais le regroupement familial, c'est Giscard à la demande du patronat. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, moi, je vais vous dire ce qu'est le moi d'abord pour moi. Le moi d'abord, c'est les enfants qui ne sont pas encore nés. Qui ne sont pas encore nés. C'est l'humanité tout entière. C'est vos petits-enfants, c'est mes petits-enfants, c'est ça le moi d'abord. Et pour moi, ce moi d'abord-là, il n'est pas du tout assuré. Il est possible que dans un siècle, l'humanité ait disparu. Il est possible que dans un siècle, non seulement le climat soit insupportable, non seulement la planète soit invivable, mais que nous soyons en situation de sauvagerie absolue si l'humanité survit. Donc pour moi, l'urgence absolue, la priorité totale, c'est de créer les conditions pour que l'humanité survive, ce qui exige des réformes absolument radicales en matière écologique, en matière sociale, en matière de gouvernance, en matière économique. Ça, c'est un enjeu monstrueux. C'est ce que j'appelle, moi, la promotion de l'économie de la vie, des grands secteurs qui doivent être développés. Et ce n'est pas à l'échelle de la France ou même à l'échelle de l'Europe, c'est à l'échelle de la planète tout entière. Il nous faut des réglementations mondiales. C'est de là dont il faut parler. Le sujet de savoir si la France, en tant que telle, va survivre, c'est un sujet intéressant. La France survivra toujours. De quelle France parle-t-on? Celle des Gaulois, celle des Francs, celle qui était avant les Gaulois, puisqu'il y avait quand même d'autres gens avant les Gaulois, je ne sais pas de qui on parle, ou celle de la France qui s'est construite et qui continue à se construire avec tous ceux qui apportent des mots, des cultures, des langues, une créativité extraordinaire venue du monde entier qui fait de ce pays magnifique, un des plus beaux du monde, le creuset construit à travers ce que vous avez apporté, et moi qui venons de la même région de France, c'est-à-dire l'Algérie de l'époque, parce que vous ne venez pas de Châteauroux. Tout à fait, d'accord. Très bien. Donc, c'est ça la France.
Mais la France, c'est un tout petit sujet au regard de la survie de la planète, la survie de la vie, la survie de la vie des animaux, de la vie des plantes, de la vie de l'humanité. Moi, je suis très inquiet pour 2100. Et 2100 se joue aujourd'hui. S'il existe encore une humanité en 2100, ils iront regarder notre émission. Et ils verront que vous avez parlé de sujets que je considère comme minuscules comparés aux enjeux d'aujourd'hui majeurs, qui sont ceux du climat, ceux de la biodiversité, ceux de l'énergie, ceux de la justice sociale, ceux de la capacité de toutes les minorités de notre pays à s'exprimer et à créer les conditions du changement. Voilà, c'est exactement le fond. Vous voyez qu'il ne fallait pas éviter ce sujet. C'est le fond de notre désaccord. Il est majeur. Vous avez beaucoup plus d'ambition que moi. Vous voulez sauver la planète. Moi, le général de Gaulle voulait sauver la France. Vous êtes largement au-dessus du général de Gaulle. On ne sauvera pas la France. Mais félicitations. On ne sauvera pas la France si la planète Moi, je vais vous disparaît. dire, vous me dites, peut-être que l'humanité n'existera plus en 2100. Moi, je vous dis, peut-être que la France n'existera plus dans 20 ans. Et je préfère, moi, sauver la France. C'est plus à la mesure de mes moyens. Sauver la France que sauver la France, oui, telle qu'elle est. Parce que vous nous faites le numéro classique qui est... il y avait les Gaulois, il y avait les Romains, vous auriez pu remonter aux grottes de Lascaux. Bien sûr, il y avait des gens avant, mais ce n'était pas la France, monsieur Attali. La France, et vous le savez très bien, la France est une construction depuis, vous savez, le général de Gaulle disait, la France à partir du baptême de Clovis. La France, c'est une construction à partir... Oui, mais ne parlez pas de la France. Laissez-moi. Moi, je vous parle de la France. Excusez-moi. Terminez, ensuite, moi j'ai une question. On puisse parler d'un autre J'ai bien compris. J'ai bien compris que vous vous en foutez de la France et que pour vous, c'est un petit sujet, comme vous l'avez dit. Moi, c'est un grand sujet. Je vous ai dit l'amour que j'ai de la France. Non, vous n'avez vous n'avez aucun amour de la France. Parce que vous pensez qu'elle peut disparaître. Non, pas du tout. Et parce que vous faites tout pour qu'elle disparaisse. Pas du tout. Au nom de votre gouvernement mondial et au nom de votre ambition et au nom de votre humanisme et de votre humanisme qui n'est qu'un unilatéralisme. Alors, messieurs, si vous permettez, on a entendu chacun. Non, on n'a pas entendu. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. J'ai dit mon amour de la France. Vous avez dit... Mais la France ne survivra pas si le monde ne survit pas. J'ai compris. Vous avez dit, monsieur Attali, tout pays doit se penser comme un hôtel et ses habitants comme des hôteliers. Absolument. Ça, ce n'est pas aimer la France. D'abord, la France n'est pas un hôtel. Deuxièmement, les Français ne sont pas des hôteliers, mais ils sont les propriétaires du pays. Eh bien, les hôteliers sont des propriétaires, monsieur, vous l'oubliez. Monsieur Attali, non. Par définition, les hôteliers sont des propriétaires. Non. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui viennent dans les chambres d'hôtel repartent. Mais évidemment. Une fois qu'ils ont payé leur chambre d'hôtel. C'est le cas ce des qui n'est touristes. pas le cas. Mais ce qui n'est pas ce qui passe. On termine et ce n'est pas ce qui se passe. Mais quand je parle d'hôteliers, c'est à l'égard de ceux qui rentrent et repartent. Non, pas du tout. Vous parlez pas d'hôteliers, vous parlez de gens qui viennent à l'hôtel. Et les Français qui doivent les recevoir. Comme disait François Mitterrand, vous êtes ici, chez vous, chez nous. Ça a été une des phrases les plus terribles et les plus pernicieuses de François Mitterrand. Parce que vous avez rompu la règle de l'assimilation. Parce que quand vous dites les gens venus de dehors qui apportent leur créativité, non, monsieur Attali, ils apportent leur créativité s'ils sont canalisés dans le cadre de l'assimilation. Vous avez parlé de nos origines dans l'Algérie française de l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'Algérie, vous le savez très bien. Mais nous étions assimilés. Vous vous appelez Jacques. Moi, je m'appelle Éric. Nos parents nous ont donné des prénoms français pour s'assimiler. Ils nous ont fait faire des études françaises. J'ai des cousins qui s'appellent Salomon. Non, monsieur, vous savez très bien que c'était comme ça la règle. Mais pas du tout, pas du tout. Scrupuleusement. Vous pensez que quelqu'un qui s'appelle Salomon ou Isaac n'est pas français? Bien sûr que c'est un prénom biblique. Et vous le savez très bien que les prénoms bibliques c'est pas dans le calendrier, à ma connaissance. Il n'était pas appelé Shlomo, il était Salomon. Oui. Il n'était pas en hébreu. Et vous le savez très bien que c'est pas la même chose. Ne faites pas, si vous plaît, le sophiste, parce que ça marche pas. Donc, à moi maintenant. Non, si vous permettez. Il y a d'autres sujets plus importants pour moi. Non, oui, mais justement, vous avez raison. Le sujet important pour vous, c'est celui-ci. Le sujet important pour moi, c'est celui que j'ai dit. Dont acte. Allez-y, Christine. Je peux. Bon, on a beaucoup de sujets. Les manifestations du 1er mai ont donné lieu à de nombreuses violences et affrontements contre l'autorité policière ou encore entre manifestants. Jacques Attali, est-ce que notre pays peut encore penser aux problématiques sociales ou bien est-ce qu'il est rattrapé par des thématiques identitaires et sécuritaires que l'on croyait dépasser? Si je peux me permettre, il y a tout en vrac, les manifestations, les tendanciers. J'ai peu de temps, j'essaie de mettre tout en vrac afin que vous puissiez répondre à tout. Je pense qu'il y a dans ce pays un sentiment d'humiliation actuellement. D'humiliation? Oui. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Très grave. Et qui, l'humiliation, ça toujours, c'est au cœur de la littérature. La littérature fait de l'humiliation un grand moteur du roman. Et en politique, on l'a vu, c'est ce qui s'est passé en 1870, c'est ce qui s'est passé en 1918 en Allemagne,
se passait en Russie après la fin de l'Union soviétique, c'est un moteur terrible. Donc, nous avons un moteur terrible en marche aujourd'hui, c'est le moteur de l'élimination, qui conduit à la rage, qui conduit à la colère, et puis qui peut conduire, et qui à mon avis vraisemblablement va conduire, si rien n'est fait, à la victoire de l'extrême droite. En même temps, il y a une grande colère un peu partout qui s'accompagne et qui participe d'un dégagisme général qu'on voit un peu partout à travers le monde, qui va d'ailleurs se produire aussi en Allemagne, qui va se produire. Le peuple n'est pas content avec ceux qui les dirigent. Moi-même, je ne suis pas content. Hein. Vous avez dit que j'étais conseiller, je n'ai conseillé que François Mitterrand. Le reste, c'était extérieur. Je donnais mon avis à la cantonade et parfois en privé. Mais quand je l'ai donné en privé, c'est le même que j'ai donné à la cantonade. Rien de plus. Et malheureusement, je n'ai pas été suivi à peu près par personne. Est-ce que ça aurait été mieux si j'avais été suivi? J'en sais rien. Mais Vous avez fait des rapports quand même, oui, Sarkozy, dans mon souvenir. J'ai fait des rapports, mais qui n'ont pas été appliqués, même si Nicolas Sarkozy a fait ce qu'il a pu dans un contexte de crise. Donc je ne me sens pas responsable de ce qui s'est passé en dehors du temps où j'étais avec François Mitterrand, où là encore, et c'était la grandeur de la démocratie, n'avait pas à suivre tous les conseils d'un conseiller qui n'était pas élu. Donc je ne me sens pas responsable de tout ce... Et je ne suis pas satisfait de ce qui se passe. Et je participe de cette colère. Ça fait longtemps que je dis que la France est en colère, que le dégagisme ne fait que commencer, que si ceux qui prétendent diriger ce pays ne sont pas capables d'avoir un grand projet, pourquoi aujourd'hui? Je pense que la priorité n'est pas de savoir qui sera candidat, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, machin chose, machin truc. La question, c'est quel projet? Pourquoi est-ce qu'en 81, on a eu la chance de faire des choses? Parce qu'on a perdu 74, parce qu'on a perdu 78, qu'on a eu 7 ans pour préparer un projet, qu'on a eu 7 ans pour faire des choses pensées, mesurées. On savait qu'il y avait des gens qui seraient contre, qu'il y avait des gens qui gagneraient, des gens qui perdraient à ce qu'on faisait, mais on l'a fait. Aujourd'hui, parlons de la France, puisque c'est notre pays qui nous est si cher et que nous n'avons que lui à défendre, même si je suis concerné par ce qui se passe et nous devons tous l'être par la planète tout entière. Depuis, si vous prenez à peu près 86, si on réfléchit historiquement, il n'y a plus personne qui prépare un programme. En 86... Il y avait encore un programme en 86. Vous êtes sévère. Un petit peu, oui. Économique, en tout cas. Vous avez raison. Il y a un petit programme. Balladur aux finances. Un petit programme qui est conseillé à défaire ce qu'il a pu faire. Exactement. On est d'accord. OK. Mais ça, c'est quand même un programme. Un petit programme de défaisance. Voilà. 88, François Mitterrand n'en avait pas. J'explique dans mon livre pourquoi j'étais très déçu de sa candidature de 88. Après, je suis d'accord avec vous. Après, jusqu'à après, Chirac, pas de programme. OK, d'accord. Voilà. Donc, et c'est ça la décadence française. Oui. La décadence française, c'est le fait que nous avons été gouvernés par des rois fainéants depuis 88. C'est comme ça. Et ces rois fainéants et ces peuples fainéants. Vous savez, François Mitterrand m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup frappé. Il connaissait merveilleusement la France. Il l'adorait, il la connaissait parfaitement. En 83, au moment où nous étions dans le cœur du sujet, est-ce qu'on allait sortir ou rester? Un dimanche après-midi, il pleuvait, on était tous les deux tout seuls dans les couloirs de l'Élysée, il fallait décider le lendemain matin. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe si on sort? Et je lui décris ce que je crois être la catastrophe, on va être ruiné, ce que je vous ai dit à l'instant, l'inflation, la pauvreté, etc. Et il me regardait avec un grand sourire et il dit non. Quoi qu'il arrive, on est un grand pays très riche, on s'en sortira toujours. Et je pense que c'était à la fois vrai et terrible. Parce qu'un pays qui pense que, quelle que soit la catastrophe à laquelle il se laisse aller, il va s'en sortir toujours, ce qui s'était passé en 40. Beurre, fromage, machin chose. Jacques Attali, si vous permettez, on n'est pas rattrapé par des thématiques identitaires et sécuritaires parce qu'il n'a pas répondu à cette question-là. J'aimerais que on se laisse aller à penser que, quoi qu'il arrive, ça s'arrangera toujours. Non. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, à un an des présidentielles, la priorité, c'est d'avoir un programme de gauche, de droite, de centre, mais un programme des idées de réforme qui permettrait non pas de canaliser la violence qui vient, mais de donner du sens à un projet. Moi, je pense que si on n'a pas un projet à 20 ans, on n'a pas de projet. Si on ne fait pas un projet pour ses petits-enfants, seulement français, européens, mondiaux... Éric Zemmour. Pour moi, d'accord sur ce point, et je suis d'accord sur un deuxième point, ce que vous avez dit au début de votre intervention, là, celle-ci, sur le sentiment d'humiliation des Français. Mais je pense qu'on n'a pas la même analyse de ce sentiment d'humiliation. Maintenant, essayons de voir mes désaccords. D'abord, un petit désaccord historique. Je pense que vous vous trompez sur 40. Je pense que les Français, à l'époque, et surtout les élites, ont conscience que la mort de la France est possible. Et qu'ils voient la mort en face, une mort démographique, une mort militaire, une mort stratégique, et que ça explique beaucoup de choses. Mais passons. Deuxièmement... Ils ont réagi par la collaboration. Oui, bah justement, parce que justement, ils ont vu la mort en face. Mais c'est une autre discussion. Maintenant, aujourd'hui...
Je pense effectivement qu'il y a un sentiment d'humiliation. Mais il y a un sentiment d'humiliation, d'après moi, pour 2 raisons. La première, c'est que la France a besoin de se voir, c'est au moins vrai depuis Louis XIV, mais même avant, comme une grande puissance qui compte. Et elle ne compte plus. Mais elle ne l'a jamais été, une grande puissance. C'est pas vrai. Si vous elle a regardez... été sous Louis XIV, elle a été sous Napoléon. Je ne parle pas d'économie, monsieur Attali. Mais oui, mais c'est la seule chose qui compte. Non, la seule question, c'est le militaire. Est-ce que vous savez, géostratégique. Est-ce que vous savez que sous Louis XIV... Non, juste un mot quand même. Sous Louis XIV, le niveau de vie des Parisiens, c'est le quart des niveaux de vie des habitants d'Amsterdam. Et alors? Nous étions une... Et alors? C'est Louis XIV qui envoie ses armées sur Amsterdam. Mais oui, mais il perd. À la fin, il perd. Non, il perd pas. Bien sûr que si, il perd. On vous a entendu. Éric Zemmour, vous continuez. Et il ne perd pas à cause de l'économie, monsieur. Superpuissance. Comme Napoléon n'a pas perdu à cause de l'économie. New York de l'époque, c'est Amsterdam. Oui, mais je suis d'accord. Paris. J'ai lu Brodel comme vous, monsieur Attali. Donc je sais très bien le centre de l'économie monde. Mais c'est un raisonnement économique. Non, c'est un raisonnement historique. Mais non, c'est pas Amsterdam qui est la grande puissance mondiale de l'époque. Mais bien sûr que si. Elle conquiert personne. Mais non, monsieur Attali. La grande puissance française... Pour moi, ce n'est pas l'économie qui règne le monde. Mais c'est encore une autre différence entre nous. D'abord, c'est pas que l'économie, Amsterdam. C'est Spinoza, c'est l'ensemble de la liberté de la presse qui commence là. C'est toute la liberté intellectuelle, c'est toute la philosophie. Excusez-moi, c'est le rapport de force géostratégique. Et le rapport de force géostratégique, il est pour Louis XIV, sauf à partir du moment où, à la fin du règne, effectivement, les Anglais commencent à prendre le dessus. Mais encore une fois, c'est une autre... Mais pas pour l'économie, c'est pas à cause de l'économie, c'est parce qu'ils ont mondialisé... Intellectuellement, les Hollandais dominent le monde, pas la France. Mais non, c'est pas vrai. Alors, Éric Zemmour, vous continuez intellectuellement, il n'y a pas plus brillant que la France de l'époque, de Racine, de Molière, de Bossuet, enfin, voyons. Absolument magnifique. Ben oui, attendez. Donc, le sentiment d'humiliation, c'est d'abord cela. Et deuxièmement, c'est le sentiment d'impuissance. Et troisièmement, je pense, et je reviens à mon sujet, quitte à ce que vous me disiez que c'est obsessionnel, je m'en moque, à la crainte du grand remplacement. C'est-à-dire que nous sommes dans une seringue. Et c'est François Mitterrand et les successeurs qui nous ont mis dans cette seringue. C'est-à-dire qu'on est pris entre l'Europe et ce qu'on appelle l'état de droit. L'Europe qui nous empêche en vérité de gouverner de plus en plus, qui prend des compétences de plus en plus importantes qu'on leur donne, et la France est toujours à la pointe parce qu'on a toujours des présidents qui veulent être les bons élèves de l'Europe et qui croient que ça va servir la France alors que c'est fini ce temps-là. Ça, au contraire, ça dessert la France. Et on a un état de droit, un pouvoir judiciaire excessif qui gouverne, qui dirige. On a un conseil constitutionnel qui décide quelle loi est possible, telle loi n'est pas possible. On a le Conseil d'État, on a la Cour européenne des droits de l'homme. Entre parenthèses, on a la Cour de justice des communautés européennes. C'est François Mitterrand qui a autorisé le recours individuel dans la Cour européenne, lui donnant encore plus de pouvoir. Et donc on est dans une nasse. Et cette nasse nous empêche de régler le problème majeur, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire le grand remplacement, c'est-à-dire le remplacement d'une population par une autre, d'une civilisation par une autre, car nous vivons aujourd'hui une guerre de civilisation sur notre sol. C'est Huntington qui avait raison et pas Fukuyama. Et donc évidemment, vous avez raison, les Français se sentent humiliés pour tout ça. On va reparler peut-être d'autres sujets, mais je voudrais juste noter que j'invite ceux qui nous regardent à lire les livres d'Hervé Lebras, grand démographe, qui se trouve aussi être un de mes amis très proches, grand démographe reconnu comme absolument incontestable par tout le monde. Grand Lysenko devant l'éternel. Et qui explique de façon extrêmement claire, statistique à l'appui, qui est la thèse du grand roi d'Aposte. Qui sont bidonnés et qui sont controuvés. Je connais Hervé Lebras 10 fois. Je l'ai lu et combattu. La thèse du grand remplacement est absurde. Voyons, mais allez à Saint-Denis et vous verrez si elle est absurde. Baladez-vous dans toutes les villes de France. Pardonnez-moi. Regardez les écoles, monsieur Attali. Regardez les écoles où il y a 3/4 d'enfants musulmans et vous verrez si elle est absurde, la thèse. Regardez les statistiques de Fourquet avec 20% de prénoms musulmans dans les naissances françaises. Alors, on laisse Jacques Attali parler. On vous a entendu, Éric Zemmour. Jacques Attali. Préside aide à la création d'entreprises dans 50 quartiers en France. Donc je crois les connaître au moins aussi bien que vous. Parce que moi j'y vais. Positive Planète. Nous y allons souvent. Oui. Je peux vous dire qu'il y a là une jeunesse magnifique qui a envie de s'intégrer, pas de s'assimiler, mais de s'intégrer, de réussir. Voilà la première question. De s'intégrer. Une jeunesse magnifique, avec les écoles brûlées toutes les nuits, les policiers castagnés, les pompiers caillassés. Une jeunesse magnifique, vous avez raison. Magnifique. Magnifique, et avec un niveau scolaire qui est effondré. Oui, mais magnifique. Le niveau scolaire, il est effondré. Pas effondré. Pas particulièrement dans les banlieues. Particulièrement dans les banlieues. Pas spécialement. Mais si, regardez. Jacques Attali. Moi, je sais ce qui s'y passe. J'y vais. Je vois des talents fantastiques partout. Des oui, gens qui essaient de... Qu'il y ait des minorités de minorités qui sont des voyous de toute nature, ça existe partout.
Hein, Non, et pas non, ça seulement. n'existe pas partout, monsieur. Ben si, Non. malheureusement, vous avez Non, des voyous dans ça toutes- n'existe pas au Japon, monsieur, où il n'y a pas Non, d'immigration. ça existe pas. Ça n'existe pas partout, excusez-moi. En France, pour vous, ce sont des minorités que Au de minorités. Japon, il n'y a pas seulement pas d'immigration, il n'y a pas d'habitants. Il y a pas Non, de- bah, il y a voyons, pas il y a de 100 millions d'habitants, c'est Oui, tout. il y a un peu plus de 100 millions. Ils sont en train de descendre. Je sais. Mais nous aussi, on fait plus d'enfants, vous savez. Et les seuls qui font notre natalité ne tient que par l'immigration et par le. Ça, c'est encore un mythe. Mais bon, on va passer au autre. Regardez les chiffres, mais regardez. On les termine sur votre réponse au grand remplacement. Le grand remplacement, c'est un mythe. ça. Bah voyons, c'est un mythe Totalement imaginaire. Toutes les statistiques de l'INSEE, Mais les statistiques de l'INSEE sont bidonnées, Mais bien monsieur. sûr, bien Monsieur sûr. Attali. Puisqu'elles Et ne votre Hervé Lebras est le roi des Lysenko. Parce qu'elles ne C'est-à-dire correspondent qu'il pas à votre change la fantasme. science en idéologie. Mais parce Alors, que- Je messieurs, le connais bien, Hervé parce que les Lebras. statistiques- C'est aucunement une référence. Parce que les statistiques ne correspondent pas à vos fantasmes, elles sont fausses. Mais mon On fantasme, qui sont dans la rue. On Vous avez entend- raison, c'est des drôles de Alors, fantasmes. on a entendu l'avis de chacun. Maintenant, il nous reste un quart d'heure. L'élection présidentielle, Jacques Attali, de 2022 approche. Quels sont les défis, selon vous, du prochain président de la République et quelles menaces pèsent sur la France? Il y en a beaucoup. Hein. Les prochains défis, je crois que c'est d'abord d'écouter ce que veut le pays. Je crois que le pays a envie de sécurité, il a envie de proximité, il a envie de sens, il a envie d'un projet. Moi-même, je suis en train de travailler un programme présidentiel, comme je l'ai fait à chaque élection présidentielle depuis plusieurs décennies. Je travaille avec un très grand groupe de gens de toute nature, aussi compétents que possible, avec aussi une participation large de l'ensemble des Français. Vous verrez ça bientôt, ça apparaîtra prochainement. Nous essayons de faire un programme aussi sérieux que possible. Mais je pense qu'à l'heure où nous parlons, je pense que les thèmes principaux, c'est cela. Proximité, sécurité, espérance. D'autres thèmes vont apparaître au cours de la campagne. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont apparaître autour des mœurs, sans doute autour de la laïcité. Sur la laïcité, moi je suis pour une laïcité impitoyable, extrêmement rigoureuse, sans le moindre laxisme. Peut-être qu'on va se retrouver là-dessus, j'en sais rien. Je ne suis pas du tout en faveur du racialisme de toute nature, de quoi que ce soit. Je crois que la défense de la laïcité va être, ou pas, va être un des débats. Mais pour moi, il y a une demande de proximité, il y a une demande de nouvelles chances, de mobilité. Il y a une demande de droit à l'excellence aussi. C'est pourquoi je suis assez malheureusement d'accord, parce que là aussi, les statistiques parlent. L'école française est un désastre. Ça, on est d'accord. Moi. Les statistiques de l'OCDE le montrent. Absolument d'accord. C'est un désastre. Je suis tout à fait d'accord. On ne dépense pas assez d'argent pour l'école. C'est pas une question d'argent. Si, on ne dépense pas. Les chiffres Vous allez sont répondre. frappants. Il On termine dépense et vous répondez. très peu. Allez-y. On dépense beaucoup moins d'argent que la plupart des pays. Quand les pays qui vont bien, comme la Finlande ou les pays d'Europe du Nord, dépensent beaucoup plus d'argent que nous, en particulier dans le primaire, on ne dépense pas assez d'argent dans la recherche publique. Ce qui explique beaucoup de choses. C'est en effet pas seulement une question d'argent, mais c'est une question aussi de nature des projets, des programmes. Donc pour moi, les priorités, c'est proximité, sécurité, sens. espérance. Espérance. Éric Zemmour. Alors, moi, Défi c'est du prochain les président. priorités pour moi, c'est la conséquence de ce que j'ai essayé de diagnostiquer tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'on est aujourd'hui, le pouvoir français, le pouvoir central, est dans une nasse prise entre l'Europe et l'État de droit. Donc il faut desserrer cet étau. Il faut desserrer cet étau par uniquement le retour du pouvoir du peuple. Et donc redonner la parole au peuple par le référendum. Et en particulier sur cette question que moi je trouve évidente et vitale, c'est-à-dire la question migratoire de l'identité nationale et donc de l'immigration et de l'islam. Je pense qu'il faut un référendum. Un référendum avec quelle question? Mais c'est très simple, il y a des tas de questions. Non, une question. Un référendum, c'est Une pas question 50 d'abord, questions. il faut remettre Quelle question? Non mais attendez. On a le droit à un référendum. On ne va pas répondre à un référendum. Est-ce que vous êtes pour la C'est ça, un référendum. Malheureusement, c'est oui ou non. Non, il faudra Si. trouver une question qui englobe C'est toutes ça. les questions sur est-ce que vous voulez changer la politique de Ah ben non, l'immigration. le référendum, c'est Est-ce une que- question, Est-ce que malheureusement. vous voulez changer C'est ça, le malheur du référendum. une réforme constitutionnelle sur le pouvoir du juge et le pouvoir de la C'est loi? pas un référendum, ça, c'est Si, une c'est loi. un référendum, c'est une modification constitutionnelle. On peut faire ça. D'accord, par exemple. mais c'est 15 référendums dont vous venez de parler à On l'instant. peut faire plusieurs référendums, c'est pas grave, on peut pour donner le plusieurs. pouvoir au peuple et on peut changer complètement, c'est-à-dire si Vous vous êtes voulez, contre le Parlement que- aujourd'hui, ce sont les immigrés qui ont le pouvoir de régler la politique migratoire. Il faut le redonner à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si, ça veut dire qu'aujourd'hui, par les droits que les immigrés ont, ils définissent c'est les qui immigrés vient. C'est qui les immigrés? C'est les Ouais, c'est citoyens les gens qui français. sont venus de l'étranger et qui sont aujourd'hui en France. Donc, attendez, vous parlez des c'est citoyens. simple. Même Hervé Lebras est d'accord avec ça. Non, vous parlez des citoyens français ou pas des Non, citoyens non, je parle aujourd'hui des gens qui sont immigrés. Vous avez le droit de faire venir par le regroupement familial. Vous avez le droit d'aller. Donc c'est les gens qui ne sont pas citoyens français dont vous parlez.
Oui, il y en a qui ne sont pas citoyens français, il y en a qui sont citoyens D'accord. français. Donc, vous pensez que les citoyens français d'origine étrangère n'ont pas les mêmes droits que les Non, autres citoyens ils ont français. les mêmes Si, si. droits, monsieur Attali, ils ont les mêmes droits. Ce que je veux, c'est leur enlever le droit de faire venir n'importe qui de l'étranger, du pays d'où ils viennent. C'est ça que je veux. Oui. C'est ne pas leur enlever leur droit de citoyen français. Bon, donc ça, c'est fondamental. Il y a ensuite d'autres thèmes. Je pense qu'il faut remettre l'école. Alors là, je suis d'accord avec vous, l'école française est devenue une catastrophe, mais tout simplement parce qu'on a abandonné les méthodes traditionnelles qui font fureur dans les pays asiatiques, et donc il faut remettre, se débarrasser du pédagogisme et remettre des méthodes traditionnelles avec non pas l'élève au centre, comme disait Lionel Jospin, mais le professeur au centre, et en tout cas le savoir au centre. Il faut remettre effectivement une réindustrialisation, c'est-à-dire avec une relocalisation des entreprises. Et donc il faut trouver un moyen de se protéger. Alors là, on peut soit des taxes carbone, soit, vous voyez, il faut trouver des moyens de faire ça. Mais je pense que là... La taxe carbone ne peut être qu'européenne. Je sais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais tout le problème de l'Europe, moi je ne suis pas contre l'Europe a priori, je dis que simplement l'Europe ne fonctionne pas et que simplement il n'y a pas d'unité d'intérêt entre les pays européens et que c'est tout le problème et qu'en attendant on déshabille le pouvoir national et qu'aujourd'hui les nations sont redevenues le centre de l'histoire, que vous le vouliez ou non. Les grands ensembles ne fonctionnent pas. C'est uniquement les grandes nations qui reviennent, la Turquie, la Russie, la Chine, qui sont des grandes nations séculaires et qui, je suis désolé, et qui retrouvent leur histoire et qui veulent renouer avec leur histoire. C'est tout à fait le contraire de ce que vous nous avez vendu depuis 30 ans, la mondialisation, le gouvernement mondial, etc. Si, vous avez parlé de gouvernement mondial. J'ai dit que dans un siècle, on en parlera. Non. Si. Je prônais le gouvernement mondial depuis que je suis petit. C'est pas vrai. Je prône l'existence de règles mondiales. Je pense qu'il y a des règles mondiales et la crise du Covid, comme la crise climatique, en démontre l'urgence. Pas du tout. Excusez-moi, pas du tout. Bon, maintenant, la crise du Covid ne montre pas l'urgence, au contraire. De règles mondiales. Ah non, excusez-moi. Ah bon. C'est une crise mondiale, mais qui a montré que c'était au niveau des nations. Mais bien sûr que non. C'est parce que les nations ont fermé leurs frontières qu'elles ont mieux réussi. Mais non. C'est parce que les nations. Non. Si, c'est parce que Donald Trump a entamé une politique de vaccins, qu'il a eu les vaccins le premier. C'est parce que l'Angleterre ou Israël. Mais on ne sera jamais sorti d'affaire. Et que nous avons compté sur l'accord européen et qu'on est à la traîne. Absolument pas. Excusez-moi. On ne sortira pas de cette crise du Covid sans une vaccination planétaire. Oui. Bon, donc cette vaccination planétaire ne peut être financée que de façon globale. Mais je reviens sur ce que vous disiez. On n'y arrivera jamais parce qu'on ne peut pas mettre des blocs réfrigérés au fin fond du Mali. Bien sûr que si, donc justement, ça plaide pour la fermeture des frontières. Alors Jacques Attali continue. Les grands enjeux sont planétaires. Ceux du climat, ceux des pandémies, ceux des grands mouvements, en effet, de population qu'il faut éviter en aidant à faire que l'Afrique se développe. Si on ne veut pas qu'un milliard d'Africains viennent en Europe, il faut créer les conditions d'un développement d'Afrique, et c'est notre intérêt de le faire. Vous dites qu'il y a un retour des nations. Bon, la Russie a un revenu, un niveau de richesse qui est inférieur à celui de la France. C'est une grande puissance militaire, mais c'est tout. La Turquie, c'est pareil. Et vous n'allez pas nous donner ces deux pays-là, et avec leur système, comme des modèles. La Chine, pareil. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes une planète de 7 milliards d'habitants. On ne peut pas régler quoi que ce soit sans des grandes masses, des grands enjeux communs. En matière de vaccins, nous n'avons de puissance de commande de ces vaccins que parce que nous sommes communs. Imaginez le désordre extrême si nous, Français, n'avions coté que sur Sanofi et les Allemands sur leurs propres vaccins. On n'aurait pas vacciné 3,5 personnes à l'heure où nous parlons. Est-ce que les Israéliens avaient un vaccin? Les vaccins. Même les Serbes font mieux que nous. Nous, Français... Vraiment, vous avez des arguments mais c'est des arguments d'autorité, ça ne marche pas du tout. Est-ce que les Anglais... Laissez-moi terminer. Les Anglais avaient un vaccin lié à Oxford, qui était d'ailleurs pas forcément une réussite. Nous avons aujourd'hui des grands enjeux planétaires. Vous avez des grands enjeux qui sont planétaires, qui n'empêchent pas l'importance de la nation. Moi, j'ai beaucoup écrit sur la francophonie, j'attache beaucoup d'importance à la défense de la langue française. Je pense qu'en France, on ne doit accepter qu'une seule langue, c'est le français, que dans les écoles, on ne doit parler que français, qu'il devrait être interdit de parler une autre langue que le français dans l'ensemble des services publics. Tout ça sont des évidences. Le français, ma langue, c'est le français. Où que je sois dans le monde. Donc ça me paraît quelque chose qui est essentiel. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde tel qu'il est, nous sommes trop petits
pour tenir face, sauf si nous réussissons à faire que la communauté francophone devienne, ce qui est mon rêve, aussi puissante. Moi, je rêve que la France soit une nation majeure à l'intérieur de l'Union européenne et une nation majeure à l'intérieur d'une Union francophone. Deux puissances, 700 millions d'habitants dans l'Union francophone, à terme, 500 ou quelques millions dans l'Union européenne. Ça donnerait à la France un vrai pouvoir d'une participation à deux ensembles, qui montrerait d'ailleurs que l'Union européenne n'est pas notre seule appartenance, que nous avons aussi une appartenance francophone. Je vous suis là-dessus. Mais sur le développement francophone, qui me paraît un enjeu absolument majeur, je ne suis pas en désaccord avec vous là-dessus. Personne ne le fait. Et personne n'a voulu le faire. Mais vous avez raison là-dessus, je vous suis tout à fait. Il y a une grosse différence, c'est que vous pensez, d'abord, vous raisonnez toujours en termes économiques. Non, pas du tout. Là, vous avez raisonné pendant 1 heure en termes économiques. Mais non, vous dites la Russie, la PIB de la France, vous auriez pu me dire de l'Italie. J'ai dit qu'elle était une grande puissance militaire. Donc j'ai raisonné en termes géostratégiques. Vous l'avez pas dit. Et c'est donc une grande puissance géostratégique. Pour moi, c'est ça le plus important, monsieur Attali. Mais on a des différences fondamentales. Vous nous dites après, il faut aider l'Afrique pour qu'ils évitent de venir chez nous. Stephen Smith a démontré le contraire. En fait, malheureusement, c'est faux. C'est au contraire parce qu'ils se développent un peu qu'ils viennent encore plus chez nous. Donc il faut des mesures. Il faut des mesures autres. Il faut des mesures coercitives. Je ne vais pas revenir là-dessus. Après, vous nous dites, il faut être dans un grand ensemble européen pour être plus fort. Vieux thème. Sauf que justement, le vieux thème, c'est le vôtre. Sur lequel il faut être depuis 40 ans. Non, mais, je connais ce thème. Non, mais monsieur, au sens où je le connais. Mais monsieur Le Pen dépend. Le vieux thème que vous défendez, monsieur Le Pen le défendait avant votre naissance. Donc, bien sûr. Mais tous les thèmes sont vieux, vous savez. Voilà. Donc ne dites pas que le mien est plus vieux que le vôtre. Je veux dire le vieux thème que je connais depuis 40 ans et qu'il a été démenti par les faits. C'est tout ce que je voulais dire. Mais vous m'avez pas laissé finir. Le vôtre est aussi vieux, sinon. Mais je suis d'accord avec vous. Tous les thèmes sont vieux. Vous savez, comme disait Bainville, tout a toujours mal marché. Il reste 3 minutes. Je peux poser une dernière question? Allez-y, si vous permettez. Dernière question. Jacques Attali, quel type de pouvoir devront endosser les futurs présidents? Est-ce que c'est un pouvoir fort et incarné, avec une action rapide et radicale pour transformer le pays, ou bien au contraire, un pouvoir consensuel, pluriel, pour pouvoir rassembler, diriger en douceur? Les deux. Il faut un pouvoir fort pour mettre en œuvre un programme décidé avant, mûri avant, et nous n'avons plus que 12 mois pour définir ce programme. S'il n'y a pas un programme clair défini dans 12 mois, donc un président fort ensuite pour mettre en œuvre ce programme, il ne se passera rien pendant 5 ans. Éric Zemmour. Et justement, vous avez posé la question finale, à laquelle j'essaye de répondre depuis de nombreuses minutes. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que nous ne pouvons plus avoir un pouvoir fort à cause de l'Europe. Mais si, bien sûr. Je vous ai laissé parler à chaque fois. À cause de l'Europe, à cause de la décentralisation et à cause de ce qu'on appelle l'état de droit. Il nous faut donc desserrer cet étau-là pour retrouver un pouvoir fort et un pouvoir authentiquement souverain. C'est tout l'enjeu, d'après moi, des 5 années qui viennent. J'ai entendu une petite musique qui finalement finit d'arriver à mes oreilles, là. Quand vous parlez de remettre en cause l'état de droit, vous voulez créer une sorte de pouvoir arbitraire qui remettrait en cause l'état de droit et le pouvoir des juges? Je souhaite, oui, le pouvoir arbitraire du peuple, monsieur Attali. Je ne sais pas si ça appelle ça la démocratie, mais si vous appelez ça un pouvoir arbitraire, moi je veux bien. Vous avez parlé de remettre en cause l'état de droit. Oui, l'état de droit. Ça, c'est une phrase qu'on entend chez les dictateurs. Non, pas du tout. Les dictateurs veulent mettre en cause les libertés. Moi, au contraire, je veux les développer. Parce qu'aujourd'hui, remettre en cause l'état de droit. Qu'est-ce que ça veut dire remettre en cause l'état de droit? Ça veut dire mettre en cause la tyrannie judiciaire actionnée par les minorités. Ça veut dire que les juges décident à la place des représentants du peuple et à la place du peuple. Officiellement, les juges appliquent la loi. Non, monsieur Attali. Ça, c'est l'expression le juge, la bouche de la loi de Montesquieu. Alors là, ça fait longtemps que c'est fini. Aujourd'hui, les juges, justement, imposent leur interprétation à la loi en fonction des principes. Je laisse terminer ensuite le mot de la fin dans un instant. Attendez, Christine. Oui, je vous laisse terminer. En fonction des principes qu'ils ont dégagés de déclaration des droits de l'homme, etc. Et on a une série de cours suprêmes, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour européenne de justice, Cour européenne des droits de l'homme, qui imposent leur idéologie à travers des vieux principes auxquels on fait dire ce qu'on veut. C'est exactement comme Hervé Lebras avec ses statistiques. Il leur fait dire ce qu'il veut. C'est ça que j'appelle, oui, rompre l'état de droit. Il faut remettre en cause ça pour remettre la démocratie et non plus se soumettre à une oligarchie judiciaire qui est en plus actionnée par une oligarchie des minorités et des lobbies divers. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Jacques Attali, on vous laisse le mot de la fin pour ce débat. Répondez à Éric Zemmour et le mot de la fin.
Je pense que les grands enjeux de demain sont des enjeux planétaires, que la France y a sa place, que c'est un magnifique pays qui a un rôle formidable à jouer dans l'avenir, qu'elle peut construire dans les 20 ans qui viennent un modèle mondial d'équilibre, d'harmonie, de justice, d'intégration, d'hospitalité, qui est un beau mot. C'est pour ça que je ne refuse pas la phrase que j'ai dite antérieurement. La France doit être hospitalière. Elle peut être grande que comme ça. Elle n'a jamais été grande que comme ça. Elle peut devenir ce grand modèle et donner une structure à la pensée européenne, comme elle l'a été. Le génie européen est largement au départ en partie un génie français. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans, mais il faut pour ça que la France accepte ce qu'elle est par sa nature, par sa définition même, par son essence. Elle est universaliste. La France fait partie de ces rares peuples qui pensent que ce qui est bon pour elle est bon pour le monde. Merci Jacques Attali. Tant que le monde ne la tue pas. Merci Éric Zemmour, merci Jacques Attali pour votre présence pour ce débat. Merci à tous. Tout de suite avec Franck Ferrand, Marc Menant, La belle histoire de France. À tout de suite.